merci beaucoup. Donc vous l'avez compris, je vais reprendre le rôle du naïf de service. C'est quelque chose que je fais relativement bien, vous l'avez bien vu. Et j'ai envie de dire, quand on voit l'émergence du débat, ce rôle d'Auguste est plutôt bien tenu. Donc maintenant, je remercie avant tout Ramesh Kossi qui vient de nous rejoindre. Il existe. Voilà. Merci de l'applaudir et de le remercier avec nous. Avant tout, je voulais vous remercier parce que c'est évidemment intéressant et très pertinent de confronter un petit peu ces points de vue-là. Du coup, moi, je vais plutôt effectivement parler plutôt de notre expérience. Donc depuis plusieurs années, on travaille dans le domaine de la robotique et de l'interaction humain-machine. Et dans ce domaine-là, on retrouve, si on regarde un peu la communauté, beaucoup de gens qui vont naturellement se placer dans la santé. On va dire que la plupart des travaux, quand on imagine un robot social, on a parlé de tout à l'heure de gérontechnologie, on va naturellement se dire on va développer un robot pour aider une personne et finalement c'est la plupart des travaux vont se positionner dans ce champ applicatif. Sans réelle motivation, peut-être même scientifique, de dire pourquoi on fait ça, ni sociale, ni philosophique, ni même éthique. Alors nous, depuis plusieurs années, on s'est aussi placé dans un champ qu'on pourrait mettre robotique et autisme. On fait également beaucoup de travaux dans le champ de Alzheimer ou personnes âgées, mais je vais séparer, on reviendra peut-être à la discussion parce que ce sont deux populations totalement différentes et les approches de la robotique doivent être différentes et notamment parce que les âges sont différents et l'environnement est différent. Donc je vais plutôt parler d'autisme. Au jour d'aujourd'hui, je parlais d'assistance et en fait les gens vont plutôt se positionner en disant on va développer un robot pour aider des enfants autistes. Et finalement, c'est un peu la majorité des travaux, ça va être un peu cette motivation que tout le monde va comprendre, c'est-à-dire quand je dis va comprendre notamment les politiques, pour avoir éventuellement pour les chercheurs avoir des financements, pour les industriels avoir également un business, pour rebondir un peu ce qui a été dit avant. Mais en réalité, on est loin de faire ça, parce que quand on parle d'autisme, on parle déjà de spectre autistique. Et normalement, ça veut dire spectre, ça veut dire que tous les enfants, l'un à l'autre, ils sont déjà différents. C'est une première chose. Et quand on fait de l'interaction humain-machine, ben là, on est en train de parler de machine. Il faut un modèle de l'autre. Et là, quel est le modèle de l'autre, de l'enfant qui va être autiste? Là, celui qui arrive à faire ça a résolu pas mal de problèmes, mais on est loin de faire ça en réalité. Donc nous, notre positionnement depuis des années, ça a été de travailler en se disant bah, on va quand même faire ça, on a quand même une plus-value et je vais vous expliquer un peu notre point de vue. Ça a été de travailler en réalité en se disant bah, finalement la machine, bah, elle a quand même des capteurs, elle a quand même des micros, elle a quand même des actionneurs. Et la pathologie, notamment de l'autisme, c'est une pathologie caractérisée par de l'interaction sociale. Et là, si on se place d'un point de vue scientifique, on a finalement un agent qui peut interagir avec un enfant et on va pouvoir comme ça, entre guillemets, manipuler. On va revenir un petit peu sur l'idée de manipulation de l'interaction, qu'est-ce qu'on appelle manipulation au sens scientifique. On va pouvoir collecter des informations et on va pouvoir interagir et on va comme ça avoir une sorte de mécanisme qui va nous permettre d'être à la fois pendant une interaction, d'évaluer, de mesurer, de modéliser. Quelque part, ce qu'on est en train de faire, c'est, je pense que vous connaissez du medical imaging, c'est de l'imagerie médicale, ça veut dire qu'on va mettre quelqu'un finalement devant une radio, une IRM ou autre, et on va proposer cette radio à un médecin, voire plusieurs médecins, et finalement il y aura à chaque fois l'expertise du médecin qui va probablement pour la même radio vous donner peut-être pas deux diagnostics différents, mais deux stratégies au moins thérapeutiques différentes. Ici, c'est un peu notre stratégie qui a été depuis le début dans le laboratoire, c'est de se dire finalement, ce qu'on va faire, c'est pas faire du diagnostic, l'idée c'est pas de mettre un robot qui va vous dire l'enfant est autiste ou pas, les thérapeutes sont tout à fait à même de faire ça. On va pas développer non plus un robot qui va aider l'enfant directement, mais par contre on va
amener le robot de telle façon, surtout qui va être utile au clinicien. Finalement, ça va lui apporter des informations. Alors pour ça, il faut se remettre un peu dans le contexte de qu'est-ce que c'est finalement une évaluation, une thérapie avec des enfants autistes. Bah, c'est le jeu en fait, c'est essentiellement du jeu. Bon, structuré, pas structuré, il y a plusieurs approches, mais finalement on passe par de l'interaction. Et là, souvent, et si on regarde les pratiques, même par rapport à la technologie, la plupart des thérapies, que ce soit des psychologues, des psychiatres, des orthophonistes, vont systématiquement maintenant filmer leurs séances pour juste les revoir parce qu'ils sont impliqués, donc c'est plus sympa et plus intéressant de revenir derrière pour réanalyser ces données, mais aussi partager avec des collègues, parce qu'on n'a pas la science infuse, on peut partager. Ben là, ce qu'on est en train de faire, c'est la même chose, c'est finalement des caméras et des micros, plus des actionneurs, et pouvoir faire des tâches. Et je vais vous parler un peu des tâches, je crois qu'ici on voit ce genre de tâches. C'est une tâche qui est de l'imitation, par exemple, de l'imitation. Ben, l'imitation, c'est quelque chose que les thérapeutes font. On fait tout le temps de l'imitation motrice avec les enfants autistes. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire cette imitation de la même manière à chaque fois. Donc le robot est tout le temps le même, il est capable de faire les mêmes mouvements parce que c'est mécanique, mais en même temps il va pouvoir percevoir, il va pouvoir avoir une interaction un peu spécifique, mais c'est quand même une interaction qu'on va pouvoir comparer. Alors à quoi ça sert et comment c'est accepté? Première question, c'est quand on arrive dans un service, c'est pas accepté en fait, c'est tout de suite vous allez mettre des technologies et vous allez remplacer des thérapeutes pour faire ça. Donc ça c'était vraiment le début de notre histoire, mais quand on présente le système en disant voilà en fait c'est pas du tout ça, c'est plutôt vous qui avez à avoir la main, ça va vous amener des informations et surtout qu'on va prouver que ça amène des informations qui sont utiles et que ça va être combiné, ça va pas prendre la place du clinicien ou la place d'une évaluation, mais on va, comme la radio, vraiment apporter une information. Là, on a une plus-value et c'est exactement notre positionnement. Et finalement, notre robot ou les mécanismes qu'on utilise, là, il y a des jolies courbes qui montrent un peu des résultats qui ne sont pas forcément compréhensibles, mais l'objet, c'est plutôt de montrer qu'on arrive comme ça à caractériser pendant une interaction le spectre autistique et pouvoir dire voilà cet enfant là, de le mesurer, de quantifier la qualité d'une imitation et pas dire seulement l'imitation est binaire, ça a marché ou pas marché. Là on va pouvoir la mesurer de manière très précise par du mouvement, par de la quantification et on va pouvoir donner ça aux cliniciens et pour pouvoir comme ça contrôler et avoir une stratégie. Donc ça a été un peu notre approche et finalement on s'est retrouvé dans un cadre qui finalement on a construit d'une certaine manière notre éthique, notre façon de faire accepter les robots et au jour d'aujourd'hui finalement c'est les cliniciens qui utilisent nos robots et ils utilisent vraiment pour mesurer. Alors bien évidemment les enfants ce sont des systèmes qu'on peut utiliser très facilement parce que là on est pas loin du jeu, on est sur un dispositif qui est assez attrayant, on peut faire des choses assez sympas et donc les enfants sont très motivés pour le faire, mais l'objectif c'est effectivement d'avoir des mesures et également de contrôler. Alors la question qu'on se pose souvent c'est bon maintenant comment l'enfant perçoit cet objet là. Alors nous, on a choisi aussi une stratégie dans nos modèles, c'est de dire directement, d'habitude on vient à l'enfant, on lui enseigne, on lui dit voilà, il faut faire telle chose. Là, on est venu, on a dit le robot il sait pas faire. Là, ce que je vous montre par exemple, c'est un enfant qui va devenir professeur ici. C'est complètement le contraire de l'approche traditionnelle où on a un robot qui va aider. Là, on dit à l'enfant, tu vas montrer, tu vas faire apprendre au robot des comportements qui sont tout simplement des postures. Et là, on change complètement des paradigmes. Et là, ça devient très intéressant pour le clinicien. On est sur des nouveaux paradigmes, même en thérapie. Et même pour l'enfant, c'est assez surprenant de venir et de faire ces tâches-là. Et en réalité, là, on se retrouve dans un cadre qui est vraiment très intéressant. On arrive à développer des modèles après numériques pour faire ce genre de choses. Et ce que vous voyez dans les courbes, c'est la qualité, entre guillemets, du professeur. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des enfants qui vont bien enseigner, d'autres qui vont pas bien enseigner. Et on va avoir comme ça une mesure de la qualité, entre guillemets, de l'imitation.
Alors, ça m'amène à l'évaluation, pour finir un petit peu, et je crois que c'est un point qui est très important, c'est comment on évalue ce genre de choses, parce qu'on sait très bien évaluer, tout à l'heure on a parlé par exemple de reconnaissance d'identité, bon, on sait évaluer le meilleur système, on pourra dire mon système est meilleur que le tien parce que j'arrive à tant de pourcents. Une interaction sociale, comment l'évaluer? C'est une question pour les ingénieurs, mais il y a d'autres domaines et en fait c'est très complexe. Il y a en biologie, il y a des gens qui font de la biologie de l'interaction sociale, on a des gens qui vont faire des neurosciences de l'interaction sociale, donc on va avoir comme ça des mesures, des méthodologies, des approches différentes. La clinique aussi apporte, la psychiatrie ou les thérapeutes ou les orthophonistes, c'est ce qu'ils apportent, une mesure finalement de l'interaction sociale. Les ingénieurs apportent aussi une mesure. Et l'approche qui me paraît saine, c'est justement de rester, j'ai entendu tout à l'heure, rester un peu à sa place, je crois que c'est important, mais en même temps d'être ouvert et de combiner les choses. Il faut surtout pas, et là c'est un peu une critique aussi à la communauté peut-être robotique, se transformer en psychologue, parce que c'est très tentant, on se retrouve comme ça en face d'enfants, on pourrait tout à fait... comme ça se transformer en thérapeute ou pseudothérapeute. Et ça c'est une question qu'on me pose parfois, ou même quand on a les médias par exemple, c'est aussi une question très intéressante. Comment vous voyez, est-ce que vous faites des interactions, comment réagissent les enfants? Je réponds souvent, j'en sais rien parce que je suis pas là-bas, je suis jamais dans la salle en fait, on est très rarement dans la salle en fait. Bien évidemment on a tout ce qu'il faut pour contrôler, mais on n'est pas là pour être confronté à l'enfant. Il y a des spécialistes, il y a les thérapeutes qui sont là, ce sont des spécialistes de l'enfant, donc on voit jamais les enfants. On se refuse même de rencontrer les familles comme ça dans un cadre non contrôlé. Bien évidemment il faut faire un compte rendu et expliquer ce qu'on fait techniquement, mais on n'est pas entre guillemets formé et on n'est pas apte à faire ça, et du coup ça passe aussi je pense par de la formation, et ça c'est un effort qu'on essaie de faire au sein du laboratoire d'excellence, de former les gens. Je pense que là il y a un vrai aspect de formation, notamment pour les ingénieurs, et pas seulement, mais de comprendre quelles sont ces technologies-là, qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a des choses qui paraissent évidentes pour les gens en technologie, mais qui ne sont pas évidentes peut-être pour les sciences sociales. Il y a des choses, les médecins ou les cliniciens viennent nous dire, est-ce que vous pouvez faire ça? Non, on ne sait pas faire technologiquement. Par contre, il y a des choses qu'on sait faire. On arrive à mesurer des choses de manière très fine. Donc là, il y a vraiment des questions importantes, à mon avis, surtout que nous sommes dans une université, autour également de la formation de nos étudiants, mais même de nos chercheurs, tout au long, je pense, de nos pratiques même de recherche. Voilà.